tomorrow we'll officially open the retreat because I understand still some people are yet to arrive. But for tonight, I would like to talk about the teaching of the Buddha and the practice, and for many of you, this is probably not new information. But the Dhamma is good to hear repeatedly. The teachings of the Buddha include 3 basic parts. This practice of meditation that we do here was taught by the Buddha, so I want to put it in the context of the Buddha's teachings as a whole. He taught the training of morality, or sila, the training of concentration or samadhi, and the training of wisdom, or panya in Pali. Notre retraite va démarrer officiellement demain parce que si j'ai bien compris, il y a encore quelques personnes qui doivent arriver. Et ce soir, je vais simplement parler de l'enseignement du Bouddha et de la pratique. Pour beaucoup d'entre vous, c'est rien de neuf. Mais le Dhamma, c'est toujours bon de le répéter. L'enseignement du Bouddha est constitué de 3 parties principales, de 3 parties de base. C'est le Bouddha qui a enseigné la méditation qu'on pratique aujourd'hui, et donc c'est bon aussi de rappeler le contexte de l'enseignement du Bouddha, c'est-à-dire l'ensemble de l'enseignement du Bouddha, pas seulement la méditation. Donc les 3 parties principales de l'enseignement du Bouddha, c'est Sila, Samadhi et Panya. Sila, la moralité; Samadhi, la concentration; Panya, la sagesse. Et Sila, d'abord, donc la moralité, ça consiste dans le contrôle du corps et de la parole, dans l'objectif de ne pas nuire aux autres. C'est ça la moralité, c'est ça Sila. Et donc nous adoptons des règles de conduite. Le minimum absolu, si on veut être en mesure de méditer, si on veut pratiquer la méditation et développer la concentration, c'est d'observer 5 préceptes. Sans ça, c'est pas possible. Donc ces 5 préceptes, c'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas avoir de paroles erronées. Et on dit s'abstenir du mensonge, mais il n'y a pas seulement le mensonge, il y a aussi d'autres paroles qui sont impropres, qu'il faut éviter. Et le 5e précepte, c'est éviter de prendre des intoxicants et des drogues. Ça, ce sont aussi les préceptes de base pour les laïcs. Et ce fondement de moralité est suffisant pour construire la concentration et la sagesse. Néanmoins, dans le contexte d'une retraite, c'est bon de prendre plus de préceptes, de prendre 8 ou 9 préceptes comme ici. Et donc, par exemple, pour le précepte qui concerne l'adultère, on s'abstient non seulement de l'adultère, mais aussi de toute sexualité, de toute pratique sexuelle pendant la durée de la retraite. Et on ajoute aussi 3 règles. On limite la nourriture. On ne prend de la nourriture qu'entre l'aube et midi. Et ainsi, on a plus de temps pour pratiquer. Alors, on évite aussi tout ce qui est les décorations ou le fait de s'embellir, ou aussi les loisirs, les distractions, comme par exemple écouter de la musique, aller écouter un concert. Alors, quand on dit qu'on évite de s'embellir, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se laver. Il peut y avoir par exemple des shampoings qui ont une bonne odeur, qui sentent bon, etc. C'est pas rompre le précepte que d'utiliser un shampoing qui sent bon.
puisque on fait ça en fait pour ne pas offenser les autres. On essaie de rester propre. Et donc ça c'est tout à fait permis. Mais par contre, on ne va pas porter de bijoux, surtout l'or et l'argent, ça c'est à éviter. On évite aussi les lits et les sièges hauts et luxueux. Les gens aiment bien passer beaucoup de temps dans un bon lit douillet bien confortable, mais ici on essaie de s'abstenir de ça. Et aussi les gens aiment bien ne pas être seuls dans leur lit, avoir un compagnon, mais ça on s'en abstient aussi. On reste seul dans son lit. Donc effectivement ici on garde 9 préceptes, j'avais oublié, et pas 8. Mais qu'on garde 5, 8, 9 ou les 10 préceptes d'une nonne, par exemple, ce qui est important, c'est pas tellement le nombre de préceptes, ce qui est important, c'est que une fois qu'on s'y engage, on essaye de la maintenir complètement, de maintenir les préceptes complets. Et aussi, on répète ces règles, on répète ces préceptes tous les jours afin de les rafraîchir quotidiennement. C'est très bon de maintenir ce niveau de moralité. C'est même quelque chose dont on peut tirer du bien-être, mais ça ne reste jamais qu'un fondement. Tout comme pour une maison, il ne suffit pas de poser les fondations, il faut aussi encore construire des murs, une porte, des fenêtres, peut-être plusieurs étages. Et donc dans la méditation aussi, on a besoin, enfin, dans la pratique, pardon, on a besoin aussi de la concentration et de la sagesse. Pourquoi? Parce que par-ci là, en fait, on s'engage à contrôler le corps et la parole, mais ça ne veut pas dire que cela va nous permettre en fait de contrôler notre esprit. Notre esprit pourrait encore avoir tendance à vouloir nuire aux autres, à vouloir s'emparer de choses qui ne nous appartiennent pas, à avoir une méconduite sexuelle, etc. Et on pourrait encore toujours se trouver dans une situation où on va rompre nos préceptes, on va rompre notre moralité parce que, par exemple, on est envahi par des émotions très fortes. On est brûlé par le désir ou la colère, ou alors on se trouve dans une telle confusion qu'on ne sait plus ce qui est bien et ce qui est mal. Donc la moralité, c'est bien, mais ce n'est que le fondement pour Vipassana. Donc la concentration stabilise l'esprit, il empêche les états d'esprit malsains de l'envahir, d'envahir l'esprit. Néanmoins, quand la concentration faiblit, alors les états d'esprit malsains sont susceptibles de revenir. Et donc la concentration est bonne, mais elle n'est pas suffisante. On en a besoin pour développer la sagesse, néanmoins, même si elle a ses limites. Tout comme la moralité est le fondement pour la concentration à son tour est le fondement pour la sagesse. La sagesse, quant à elle, permet de déraciner les tendances au mal, donc la colère, l'avidité et l'illusion. Pendant la pratique, la sagesse va déraciner ces tendances de façon temporaire, mais quand on réalisera le chemin et le fruit, Magga et Phala, à ce moment-là, ce sera déraciné de façon définitive.
Et donc ce type de concentration et de sagesse, on peut l'acquérir par la pratique de Vipassana. Maintenant, je vais parler de la pratique de Vipassana et je vais me baser pour ce faire sur un discours que Mahasi Sayadaw a tenu probablement dans les années 50 en Birmanie, quand le gouvernement lui a demandé de s'adresser à la population birmane et de donner un court enseignement de 15 minutes seulement qui soit accessible à tous, à tous les citoyens, quel que soit leur emploi du temps, leur emploi, et que tout un chacun puisse comprendre. Et donc, bon, ici, on est dans le contexte d'une retraite, donc c'est un peu différent. C'est pas dans ce discours de 15 minutes, Mahasi Sayadaw encourage les gens à pratiquer 1 heure par jour. Bon, ici, c'est pas notre situation, mais je pense néanmoins que ce discours est intéressant et que vous pourrez le trouver intéressant, que vous pourrez le trouver utile. D'habitude, Mahasi Sayadaw donne énormément de références. Il ne parle pas seulement sur la base de ses propres théories ou de ses propres idées. Il aime bien se baser sur les sources, sur l'enseignement du Bouddha, citer le Bouddha lui-même. Mais comme ce discours est très court, il ne le fait pas beaucoup. Néanmoins, il utilise quand même 3 mots, seulement 3 mots qui viennent directement du Bouddha et qui sont Sato, Sampajano, Vihareya. Donc, Vihareya, nous devrions résider Sato en étant attentif, Sampajano en étant aussi en ayant la claire compréhension. Et le Bouddha a ajouté, ceci c'est mon instruction répétée, une instruction récurrente pour votre propre bien. Sato et Sampajano, ces 2 mots recouvrent tant de significations qu'on peut dire qu'ils reprennent l'essence de l'entièreté de l'enseignement du Bouddha, de l'entièreté du Tipitaka, des 3 corbeilles, et aussi qu'ils sont une instruction pour l'ensemble de la pratique de Vipassana, d'une instruction en bref. Pratiquer Sato, Sati et Sampajana, c'est la plus importante tâche de l'enseignement du Bouddha. Si on parvient à être tout le temps attentif et à maintenir la claire compréhension à tout moment, dans toutes les circonstances, à ce moment-là, on sera bien établi dans la vérité. Et en d'autres termes, cela veut dire qu'on sera l'une des 4 personnes accomplies, l'une des 4 personnes saintes du bouddhisme, donc Sotapanna, Sakadagami, Anagami ou Arhat. Même si on ne parvient qu'au premier de ces stades de sainteté, celui de Sotapanna, cela nous garantira de ne plus reprendre naissance dans les états de misère, les apayas. Et donc, rien que pour ça, cette pratique est très importante. Il est possible, j'ajouterais qu'il est possible que vous ne croyez pas dans les renaissances, mais même si vous n'y croyez pas, la pratique de Vipassana peut rendre cette vie-ci très belle. Et donc, ne vous laissez pas prendre au piège dans le questionnement, est-ce qu'il y a une vie après la mort ou pas. Voilà. Il y a 6 types d'objets auxquels il faut prêter attention et qu'il faut observer avec claire compréhension. Il y a les objets visuels, les sons, les odeurs, les goûts, les sensations tactiles et les perceptions ou la pensée. C'est ce qu'on appelle les 6 objets des sens.
chaque fois que l'on ne parvient pas à être conscient de ces objets, on va développer une perception erronée de la permanence de ces objets, de leur caractère plaisant et de leur, de Ego. hein? Ego. Yeah. Du fait qu'ils sont pourvus d'un soi. Et donc, cette perception erronée va à son tour générer des pollutions mentales qu'on appelle kilesa. Et les kilesa, à leur tour, vont créer du kama. Et le kama, donc les actions qu'on va entreprendre en raison de cela vont prolonger le cycle de renaissance, le samsara. Donc, si on parvient à être attentif d'instant en instant, on ne laisse pas l'opportunité à ces kilesa, à cette pollution mentale, d'apparaître dans l'esprit. Il faut donc, chaque fois que la vision se manifeste, chaque fois que la vision se manifeste à la porte de l'œil, il faut noter, voir au moment où la vision apparaît. Chaque fois que l'audition se produit au niveau de l'oreille, il faut noter, entendre. Chaque fois que une odeur apparaît au niveau du nez, il faut noter, sentir. Chaque fois qu'un goût est ressenti au niveau de la langue, il faut noter, goûter. Chaque fois qu'une sensation de toucher ou qu'une sensation corporelle se produit quelque part dans le corps, c'est-à-dire à la porte du corps, il faut noter toucher, où que ce soit dans le corps. Alors il y a à propos du toucher, il y a beaucoup de types de sensations tactiles différentes parce que le corps est très grand et ces sensations tactiles peuvent avoir lieu à l'intérieur ou à la surface du corps, de la tête jusqu'aux pieds, partout où il y a de la chair sensible, il est possible qu'il y ait une sensation tactile. Ces sensations tactiles deviennent manifestes chaque fois qu'on se penche, chaque fois qu'on étend ou qu'on replie un membre, chaque fois qu'on se lève, chaque fois qu'on s'assied, chaque fois qu'on se couche, chaque fois que l'abdomen se soulève ou s'abaisse. Et donc nous devrions être attentifs et noter chaque fois, chacune de ces sensations corporelles individuellement, telles qu'elles se produisent. Enfin, chacune de ces sensations au niveau des portes des sens. Donc, chaque fois qu'on étend le bras, on note étendre. Chaque fois qu'on le lève, on note se lever, etc. Il faudrait aussi qu'on soit attentif aux pensées, qu'on soit conscient des pensées qui apparaissent à la porte de l'esprit. La porte de l'esprit, c'est le subconscient, ce qu'on appelle en pali bhavanga. Donc chaque fois qu'une pensée, par exemple, ou comme des projets d'avenir ou des imaginations apparaissent, ou d'autres formes de pensée, il faudrait les noter telles qu'elles sont au moment précis où elles apparaissent. C'est ce qu'on appelle Chittanupassana en pali. Donc j'ai expliqué la méthode de base qui permet de développer les connaissances de la vision pénétrante étape par étape, depuis la première étape qui est la distinction du corps et de l'esprit jusqu'à la dernière étape qui est l'expérience de Nibbana.
Mais au début de la pratique, la concentration et l'attention ne sont pas encore assez fortes. Et donc, le yogi devrait commencer par observer les objets qui sont évidents et pas rechercher d'emblée les objets subtils. Aussi, il devrait se concentrer plutôt sur les objets physiques plutôt que mentaux, parce qu'ils sont plus faciles à observer. Il devrait ignorer au début aussi ce qu'on appelle upada rupa, c'est-à-dire la matérialité dépendante. Donc en pali, on appelle matérialité dépendante par exemple les objets les portes sensorielles ou les objets externes. C'est plus difficile à observer, c'est trop subtil. Il devrait plutôt se concentrer sur les 4 éléments fondamentaux qui composent ce qui est expérimenté au moment du toucher. Parce que donc le toucher est plus facile à observer. Quand on observe le corps, la première chose qui va se manifester, c'est probablement ces 4 éléments fondamentaux. Mais là aussi, il faut pas les rechercher d'emblée, il faut simplement garder ça à l'esprit. Notre tâche consiste à observer les sensations de toucher. Donc les 4 éléments, c'est la terre, la température, l'air et l'eau. Mais dans l'immédiat, il ne faut pas les rechercher non plus, même si c'est probablement les premières choses qu'on expérimentera en observant la sensation de toucher. Ici, nous pratiquons de façon intensive, donc nous allons alterner la méditation assise et la méditation en marche, et on va essayer de maintenir l'attention de façon continue du moment où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher. Mais dans le discours que Mahasi a donné donc à la population birmane, à la radio, il s'adresse à des gens qui ne peuvent pas pratiquer de façon continue, mais il leur conseille, après leur travail ou après leurs tâches domestiques, de pratiquer pour 1 heure, par exemple, et quand ils pratiquent de cette façon, de s'inspirer d'abord de trouver de l'inspiration dans le fait, en se disant que Vipassana peut les mener à réaliser le chemin et le fruit, à réaliser l'illumination et à se libérer du cycle de renaissance. Et ensuite, ils s'asseyent et ils observent l'entièreté du corps en notant assis, assis. Et donc, noter assis, ça veut dire en fait se rendre conscient, s'en rendre conscient. Et donc, ils doivent s'assurer qu'ils sont pleinement conscients de la posture assise, donc le corps, la partie inférieure du corps qui, avec les jambes croisées, la partie supérieure du corps qui est droite et rigide. Et quand leur concentration devient forte, ils deviennent capables de percevoir paramata, la réalité ultime, donc les tensions, la rigidité, etc. Et ils voient ces tensions ou le fait d'avoir le dos bien droit qui se répètent d'instant en instant. Donc, et il se répète d'instant en instant parce qu'il y a l'intention de maintenir la posture bien droite. Si c'est trop facile ou trop ennuyeux de noter continuellement assis, vous pouvez noter la sensation de toucher. Par exemple, au niveau des 2 mains qui se touchent, ou alors au niveau du contact avec le sol, ou à un tout autre endroit où la sensation de toucher apparaît clairement. Et ensuite, vous devriez vous assurer que vous êtes pleinement conscient de la sensation de toucher, et ensuite revenir à l'observation de la posture assise, en notant assis. Et vous devriez donc noter
en rotation, touché et puis assis. Couché, assis, et ainsi de suite. Et la même chose vaut si vous vous couchez, vous notez couché et puis touché. Couché et puis touché. Si ça aussi ça devient ennuyeux, vous pouvez noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Ça peut même se révéler être encore plus facile. Donc concentrez-vous sur l'abdomen et notez le soulèvement et l'abaissement. C'est la façon dont nous sommes tous, c'est les instructions que nous recevons tous quand nous pratiquons dans les centres de Mahasi. Donc notez le soulèvement et l'abaissement. Donc si vous appliquez votre esprit à l'abdomen, vous pouvez ressentir ce soulèvement et cet abaissement. Mais si ce n'est pas clair, vous pouvez toujours mettre la paume de votre main sur l'abdomen afin de mieux ressentir le mouvement. Et vous suivez le mouvement mentalement du début à la fin. Vous devriez l'observer comme si vous le voyiez directement avec vos yeux. Pendant que vous notez de cette façon, il est possible que l'esprit, naturellement, se mette à vagabonder. Par exemple, votre esprit va au bureau, ou bien il va au village ou à la ville, alors que votre corps reste dans la pièce. Et donc vous devriez en prendre conscience et noter l'esprit qui pense. Noter penser, penser, planifier, planifier. Et ensuite revenir à l'objet primaire, c'est-à-dire le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Être conscient des pensées et de l'esprit, c'est ce qu'on appelle Chittanupassana. Après un certain temps, des ressentis déplaisants peuvent se manifester dans le corps, par exemple des raideurs, des engourdissements, des douleurs, des démangeaisons. Et vous devriez les noter telles qu'elles se manifestent. Donc par exemple, raideur, engourdissement, etc. Lorsque la concentration est forte, ces ressentis vont s'évaporer au moment même où vous les noterez. Et à ce moment-là, vous revenez à l'observation de l'objet principal, à l'observation de l'abdomen. Observer les ressentis agréables et désagréables, c'est ce qu'on appelle Vedana-nupassana. Si la douleur devient insupportable, il est possible que vous ayez le désir de changer de posture. À ce moment-là, vous devriez d'abord prendre conscience de cet état d'esprit, de ce désir de changer de posture, de noter, et ensuite seulement changer très lentement de posture, tout en notant tous les petits mouvements comme lever la main, étendre la main, se pencher, etc. Et vous devriez accomplir toutes ces activités, tous ces mouvements très lentement. Et si vous ne le faites pas très lentement, vous n'en aurez pas conscience. À la fin de l'heure de méditation, donc vous aurez l'intention de vous lever. Vous devez d'abord prendre conscience de cette intention et la noter. Et ensuite, noter le processus du lever dans le détail. Quand vous êtes en posture debout, vous notez debout, debout. Et à ce moment-là, par exemple, vous voyez quelqu'un passer, notez voir, voir. Lorsque vous marchez, vous devez ralentir l'allure et vous devez porter votre attention sur le pied qui bouge. Donc vous pouvez noter droite, gauche, ou lever, baisser, et vous devriez être attentif du moment où vous levez le pied jusqu'au moment où vous le pressez contre le sol. Donc pour résumer, lorsque vous marchez, vous notez simplement marcher, marcher, ou bien pas droit, pas gauche, pas droit, pas gauche. Lorsque vous êtes assis, s'il n'y a rien de spécial, vous notez simplement soulèvement, abaissement, soulèvement, abaissement. Si l'esprit vagabonde, vous notez simplement cela, vous notez vagabonder, vagabonder. Si des sensations déplaisantes se manifestent,
vous les notez telles qu'elles sont. Et ensuite, vous revenez à l'abdomen. Il faut que vous notiez aussi les activités générales, comme par exemple étendre, replier. Et à noter, vous revenez à l'observation de l'abdomen. Donc Mahasi Sayadaw dit, si vous pratiquez de cette façon pendant 1 heure, votre concentration va s'améliorer de jour en jour, jusqu'à ce que vous atteigniez la libération. J'espère que vous êtes heureux d'apprendre la méthode de Vipassana qui peut vous libérer, qui peut vous mener à la libération. Donc puissiez-vous pratiquer Vipassana avec une forte foi jusqu'à ce que vous atteigniez la libération. I hope you are happy to have learned the method of Vipassana practice that can lead you to freedom from the danger of rebirth in the lower realms. You should put great effort into the practice with strong faith and confidence. May you all be able to practice Vipassana all your waking hours in this retreat, and at least an hour a day at home, with strong faith until you experience path fruition and Nibbana.